Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Élodie découvre l'Australie pendant ses études. Elle y retourne quelques années plus tard avec Guillaume, son amoureux. Le coup de cœur est immédiat pour lui aussi et il s'installe à Brisbane en 2011. Depuis, Adam et Simon, aujourd'hui 10 et 7 ans, ont agrandi la famille. Ils sont devenus citoyens australiens et également entrepreneurs. La crise sanitaire les stoppe net dans leur élan, mais ce sera en fait le déclic qui va tout changer. Fini la course au toujours plus, ils quittent leur maison pour une caravane et partent en famille sur les routes d'Australie. Dans ce premier épisode, Élodie nous raconte leur slow life empreinte d'écologie et de déconsommation qui s'est vraiment mise en place en Tasmanie où ils ont passé 3 mois. Et dans le prochain, nous continuerons le voyage sur les côtes du Sud puis dans le Centre Rouge. Allez, c'est parti pour le road trip d'Élodie en Australie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Élodie. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir répondu à mon appel à conversation. Merci à toi de m'avoir invitée, j'adore toujours papoter. Oui, moi aussi. Tu es où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis en Bourgogne, en France. Mais vous repartez bientôt, il me semble. On repart dans moins de 15 jours, dans une dizaine de jours, on reprend l'avion et on repart en Australie, dans l'ouest australien. Waouh, c'est l'excitation totale. On a hâte, on vient de passer 6 mois en France, 6 mois magiques. Mais oui, évidemment, comme tout voyage, on a hâte de retrouver la maison, même si notre maison a 4 roues, on a hâte de retrouver la maison. On va repartir un tout petit peu en arrière avant pour que tu nous racontes quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant. J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts au voyage, donc très jeune, j'ai toujours voyagé avec mes parents. Ça restait des voyages autour de la France ou très européens, mais c'était quand même une chance de pouvoir partir à quasiment chaque vacances scolaires. Donc c'est quelque chose qui la rencontre de l'autre, la rencontre de la culture, tout ça, c'est quelque chose qui a été ancré très très jeune. Et vous étiez plutôt du genre route ou voyage organisé ? Oh non, on était plutôt du genre voyage en grand hôtel avec tout le confort et la piscine et tout ça. On n'a jamais été très très route avec mes parents. Et quand tu as été jeune adulte, quand tu as commencé à partir sans tes parents, est-ce que tu as continué dans le même style de voyage ou tu as commencé déjà à changer un petit peu ? Non, j'ai commencé à changer un petit peu quand tu pars toute seule avec ton propre portefeuille, tes propres moyens, tes propres envies, déjà les choses changent. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai dû faire j'ai fait quelques vacances entre amis à partir de l'âge de 17-18 ans en Espagne. Mais mon premier voyage toute seule, j'avais en 2017, je devais avoir 20 ans, une vingtaine d'années, 21. Et c'était en Australie déjà. Ah, c'était déjà un pays qui t'attirait particulièrement ? Qu'est-ce qui a Pas fait ? du tout. Ça arrivait un petit peu comme une surprise. En fait, depuis très très jeune, d'aussi loin que je me souvienne, je faisais semblant de parler anglais. C'était un truc en moi. Peut-être parce que ma tante, une de mes tantes maternelles est mariée avec un Anglais. Donc j'avais des cousins-cousines bilingues qui habitaient Londres, qui étaient plus jeunes que moi. Et je me disais toujours qu'ils ont une sacrée chance, ils peuvent parler 2 langues et eux, ils parlent anglais. Et je comprenais rien de ce qu'ils pouvaient raconter entre eux. Et enfin voilà, donc c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps, c'était de maîtriser l'anglais. Et donc à l'âge d'une vingtaine d'années, entre mon master 1 et mon master 2, j'avais 4 mois de vacances. L'année d'avant, j'étais déjà partie en Angleterre pendant 2 mois pour trouver des petits boulots et puis perfectionner mon anglais. Et donc cette année-là,
je décide de repartir en Angleterre. Et en janvier, en début d'année, j'annonce ça à mes copines lors d'une soirée, un vendredi soir où on se retrouvait toutes. Et là, j'ai une de mes copines d'enfance qui me dit: Ah, bah, c'est cool que tu nous annonces ça parce que bah, moi aussi, j'ai un truc à vous annoncer. Je pars comme toi, la même période, mais moi, je pars en Australie. Elle m'avait un peu volé la vedette de mon voyage en Angleterre. Et je la regarde toute la soirée et je me dis: mais qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner à 4 mois à Londres que je connais par cœur pendant qu'il y en a qui peuvent aller en Australie. Et ça m'a trotté dans la tête toute la soirée. Et en fin de soirée, je lui dis: mais dis donc, je pourrais pas venir avec toi? Et elle me dit: mais carrément. Et donc, j'ai changé tout mon voyage et quelques mois après, je partais avec elle en Australie. Il n'y a pas beaucoup plus loin que l'Australie, si tu vas à Tahiti à la rigueur. Mais voilà comment je me suis retrouvée à partir avec elle 4 mois en Australie pour améliorer mon anglais. Et ça a été le voyage de ma vie, voilà, toute seule au bout du monde, ça a été magique. Mais t'étais pas toute seule en fait, puisque vous êtes parties toutes les deux. Oui, c'est vrai, j'étais pas toute seule et c'est peut-être ce qui a facilité le truc d'ailleurs de faire un si long voyage. Mais ce que je veux dire, c'était toute seule sans mes parents. Et puis de partir si longtemps, c'était pas juste on part 2 semaines en vacances en Espagne, c'est que je suis partie 4 mois sans programme réel. Au final, on a tout fait après sur place, trouver un boulot, trouver un logement et tout ça. Mais voilà, c'était l'Australie, mon premier long voyage sans mes parents. Et est-ce que là tu t'es dit faut que j'y retourne, faut que je vienne y vivre, ou c'est venu un peu plus tard? Ah bah là, déjà, il y a eu un gros coup de cœur pour tout le mode de vie, d'être loin au bout du monde, j'avais adoré. Enfin, il y avait vraiment un mélange de sentiments où, tu sais, à l'âge de 20 ans, tu commences à grandir et puis un petit peu à prendre tes ailes. Donc, ça a été vraiment un gros déclic. Mais j'avais ce coup près fallait que je rentre à Paris, finir mes études. Vu que j'étais entre mon M1 et mon M2, je pense avoir essayé d'appeler mes parents pour leur dire non, bah, je rentre pas, c'est bon, je reste là. Je pense que ma mère m'a pas trop laissé le choix de dire non, 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 t'arrêtes les bêtises, tu rentres, tu retournes à la fac. Donc, en octobre-novembre, j'étais de retour à Paris. Mais ma copine m'a lâchée, elle qui devait rentrer avec moi. Elle a eu ce cran de dire non, non, je ne rentre pas. Elle avait rencontré un Australien, donc elle est restée. C'était un peu le point de départ parce que quelques années plus tard, j'y reviendrai, mais quelques années plus tard, je suis repartie en Australie accompagnée de Guillaume cette fois-ci. Et à la base, c'était pour la revoir aussi parce que je l'avais laissé 3 ans avant là-bas. Donc vous repartez la voir 3 ans après, mais vous n'avez pas encore l'idée d'y rester. On n'a pas l'idée d'y rester, mais 3 ans plus tard, alors donc je rentre à Paris, je finis mes études, je rencontre Guillaume, je commence ma vie active et tout ça. Et Guillaume se déplaçait dans toute l'Europe. Il était responsable commercial sur l'Europe. Donc, ensemble, on a beaucoup voyagé. On a fait quasiment tous les pays d'Europe pendant ces 3 années-là. Et on cherchait à déménager de Paris. On devait déménager à Prague. Ça avait été annulé. Son boulot nous accorde un déménagement à Bruxelles. Ça nous avait un petit peu contrarié tout ça. Début 2011, je lui dis, go, on part en vacances. J'ai ma copine qui est en Australie, que j'ai pas vue depuis 3 ans. On part la voir pendant un mois. Et on arrive en Australie, et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit: Guillaume, il va adorer. Et bah, ça n'a pas loupé. Je pense que ça faisait quelques heures qu'on avait atterri, que déjà, il s'imaginait vivre ici. Et puis après, c'est un concours de circonstances, d'opportunités. Guillaume retrouve un vieux pote. Enfin, il savait que son pote était là, mais un vieux copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il le retrouve. Son copain, au bout d'une heure, lui dit: Tiens, j'ai mon patron qui cherche un commercial francophone. Est-ce que tu cherches du boulot? Donc, on se regarde, on sourit, on dit: bah go, on voit, pose ta candidature et on verra. Puis de fil en aiguille, il a décroché le boulot, il a décroché le visa. Et puis voilà comment notre mois de vacances s'est transformé en gros changement de vie. Ouais. Ah oui, effectivement. Donc en fait, vous vous êtes rapidement dit, sans vous le dire, mais en vous le disant un peu quand même, que y avait un truc à faire avec l'Australie. Bah, on est plutôt du genre à pas laisser passer les opportunités quand elles se présentent. Donc, une opportunité comme ça, d'avoir un boulot et puis surtout d'avoir un visa parce que moi, j'avais utilisé 3 ans avant mon joker du Working Holiday Visa. Donc, c'est le visa facile, rapide à obtenir avant 30 ans. Et je pouvais plus le réutiliser. Donc, c'est ce qu'on a dit au patron, au futur patron de Guillaume, en disant par contre, il nous faut un vrai visa. Et il voulait tellement Guillaume, là, cette période-là, qu'il lui a offert ce qu'on appelle un sponsorship visa. Alors, c'était le Saint Graal, de pouvoir arriver en Australie avec un job qui
correspondait à son profil, en plus avec un visa sponsorship, donc qui lui promettait un visa de 4 ans renouvelable avec boulot et tout. Enfin, c'était vraiment l'opportunité de folie, donc on n'allait certainement pas laisser passer ça. Et toi, quand vous êtes arrivé, t'avais un job que t'as quitté ou en fait t'es parti et t'allais voir ce qui se passerait ensuite, quoi? Moi, je suis arrivée, j'étais entrepreneur en France. J'avais une agence de com, marketing événementiel, et que j'ai gardé au cas où la première année, j'avais des contrats en cours. Et puis très vite, les contrats se sont terminés les uns après les autres. Donc j'ai arrêté cette activité. Mais le truc, la petite surprise, c'est que je suis arrivée, donc entre nos vacances et notre installation en Australie, on est quand même rentré en France. Il s'est passé 6 mois de process de visa. Et je suis arrivée en Australie, donc fin 2011, enceinte. Et donc ça a un peu changé la donne, mais ça nous a jamais effrayés. Je pense que ça nous a pas effrayés parce qu'on n'y a pas réfléchi. Je pense que des fois, il faut, comme dans tous les projets qu'on a menés depuis 10 ans maintenant, on nous dit: «Mais comment vous avez préparé ça?» Justement, on le prépare pas, on n'y réfléchit pas trop parce que quand tu commences à trop réfléchir, tu vois rapidement le pourquoi tu devrais pas faire les choses. Donc faut pas trop réfléchir. Comment ça se passe, cette nouvelle vie à trois à Brisbane? Tout se passe bien avec ses hauts, avec ses bas. J'ai envie de dire qu'on soit en Australie ou au fin fond de la Bourgogne, il y a pas beaucoup de différence à cette, nouvelle vie de parentalité. Peut-être juste le fait qu'on soit seul, qu'on n'ait pas de famille, pas de soutien, enfin pas de support en fait en local. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie de toute façon, donc on fait avec. Donc cette nouvelle vie, elle se passe bien et puis, les années se suivent. Moi, j'ai remonté une entreprise, là-bas, j'exportais des produits pour enfants, des produits français. Donc je remonte ma petite entreprise, j'ai mon bébé, Guillaume fait son job, pour lequel il a été embauché. Les années se passent, notre deuxième bébé arrive et puis, on a une vie dite traditionnelle en fait, une maison, les enfants vont à la crèche quelques heures par semaine pour, me laisser travailler à la maison. Guillaume, travaille du lundi au vendredi. Donc très vite, on a une vie, normale en fait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Brisbane? Parce que même quand on connaît pas l'Australie, on voit à peu près Sydney, à quoi ça ressemble et ce qu'on peut y faire. Mais à Brisbane, beaucoup moins. Est-ce que tu as quelques petits spots, highlights, activités incontournables à Brisbane? Brisbane, c'est très chouette. C'est vraiment une ville à taille humaine, beaucoup plus petite que Sydney et Melbourne, avec une météo bien plus sympa que Sydney et Melbourne, parce qu'on est à la limite en fait des tropiques. On est sur la côte est du Queensland, donc on a un hiver à 20 degrés, on a un été qui peut être très très chaud, qui peut monter jusqu'à 38-40, mais qui dure quelques jours. Nous, on trouve que c'est vraiment une météo sympa. Tu vois, par rapport à Sydney et Melbourne qui ont vraiment 4 saisons et des écarts de température. Nous, déjà, à Brisbane, on n'a pas ça, donc on peut aller à la plage toute l'année. Et puis, c'est vraiment très familial. Pour connaître un petit peu les autres villes, c'est vraiment tout est autour de la famille. Enfin, de toute façon, l'Australie en elle-même, hein, est hyper tournée famille. Mais Brisbane, ouais, c'est très, très sympa. Tu peux faire plein de choses, que ce soit de la plage, de la montagne, des randonnées, des grands parcs à eau gratuits qui sont à dispo, dans les petits suburbs autour de Brisbane. Il y a plein de choses à faire. Nous, on a toujours trouvé que c'était l'idéal pour une jeune famille avec des jeunes enfants. Et est-ce qu'il y a des choses à visiter incontournables? Je dirais que l'incontournable, c'est le centre de Brisbane en lui-même, qui est construit tout autour de la rivière, avec ce qu'on appelle South Bank, qui est en plein cœur de la ville, qui est au bord de la rivière, qui est une piscine artificielle au cœur de la ville, qui est un accès libre pour tout le monde. Ça, c'est incontournable avec sa grande roue qui surplombe et le lagon et la ville en elle-même. La ville, c'est des grands buildings, donc il y a vraiment un contraste entre cette ville hyper moderne et puis ce lagon très vert et très bleu turquoise. Ça, c'est définitivement un endroit à visiter. Et puis ensuite, c'est autour de Brisbane, c'est les plages au sud et au nord, la Gold Coast, la Sunshine Coast, qui sont vraiment des incontournables. Sur la Gold Coast, on a Surfers Paradise, qui est le paradis des surfeurs. Et voilà, c'est des incontournables à la vie à Brisbane. Les enfants ont commencé à aller à l'école à Brisbane. Alors t'as pas de comparatif avec la France pour eux, mais
pour toi, tu l'as fait en France. Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne en Australie? Le comparatif, je vais l'avoir avec les copines. Ici, en France, on a toujours trouvé l'école australienne hyper bienveillante. C'est très. Moi, j'avais un souvenir de l'école où, tu sais, on est assis les uns à côté des autres face au tableau. Là, c'est la classe est vraiment à la mode Montessori, tu vois, mais même à l'école publique. Donc, c'est des tables rondes, des coussins par terre. J'ai toujours apprécié ce mode où les enfants choisissent leur activité dans la journée, peuvent passer d'une activité à l'autre. Les maîtresses sont hyper bien équipées, même si elles pensent le contraire des fois. Quand tu compares avec la France, tu as envie de leur dire: «Non, non, mais les filles, vous avez tout ce qu'il vous faut». Parce qu'il y a une maîtresse pour 20-24 élèves et surtout la maîtresse est accompagnée de 1 ou 2 aides. Donc elles sont jusqu'à 3 dans la classe pour une classe de 20-24. Ah oui, c'est bien. Bah, ce qui permet une vraie relation privilégiée avec chacun des élèves et en plus, les parents on demande aux parents de s'impliquer dans la classe. Donc il y a un roulement qui se fait tous les matins, en général entre 9 heures et 11 heures. Chaque matin, il y a un parent en plus dans la classe. Donc c'est assez sympa comme moyen d'apprendre. Carrément, ça doit être vraiment très chouette et effectivement très différent d'ici. J'imagine que la classe se faisait en anglais et donc que les enfants, finalement les enfants, ils parlaient plus facilement au départ l'anglais ou le français? Alors, le fait d'être français tous les 2 avec Guillaume, ça a permis ça a été une grande chance pour nous de pouvoir garder le français à la maison. Je fais la différence par rapport à mes copines françaises mariées avec des Australiens. Pour coup, que le mari ne parle pas français, c'est un petit peu plus compliqué de garder le français. Donc nous, on est franco-français à la maison, on parle français entre nous, donc les enfants ont toujours eu le français dès le départ et après oui, c'était facile avec la crèche, l'école, ils ont très vite eu l'anglais et c'est une chance, hein, pour eux. C'était vraiment ce que je voulais. Mon rêve ultime, c'était d'avoir des enfants bilingues et ça a été, une jolie réalisation de les voir grandir parce qu'ils parlent un anglais que je parlerai jamais. Donc ça, c'est assez magique. Et entre eux, est-ce qu'ils parlent plus facilement français ou anglais? Eh ben, écoute, à notre grande surprise, ils parlent français. On s'y attendait pas du tout parce que quand tu vois tous les copains autour de nous qui ont à peu près le même schéma, familial, c'est vrai que l'anglais prime, souvent et je pense qu'on doit ça à notre grand qui a toujours parlé français à son petit frère, donc ils parlent français entre eux. Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous n'aimiez pas en Australie, en tout cas à cette époque-là? Je pense que c'est en Australie ou en tout cas le fait de s'adapter à une nouvelle culture, c'est que tu as des nouvelles choses, des nouveaux codes à apprendre. En tant que Français, on était très à la recherche de sympathiser avec les Australiens, que ce soit avec les collègues ou avec les gens qu'on croisait, avec qui on travaillait ou qu'on croisait à la crèche. Et l'Australien est bien plus sur la réserve pour ce genre de rencontres. Il est toujours content de discuter et très aimable, mais l'Australien va pas t'inviter chez toi, tu vois? C'est toujours en terrain neutre. Puis je pense que c'est très anglo-saxon, mais c'était un petit peu bizarre au début quand on essayait de rencontrer des gens, de sympathiser, puis avoir le tendance à dire: «Allez, venez boire un coup à la maison». Non, ça se fait pas. Ça clairement, c'est quelque chose qui se fait pas en Australie. Au début, c'était un peu compliqué, mais ça a fini par se faire, j'imagine. Ça a fini par se faire, ça a mis du temps. Les premières années, au début, on avait dit: «Oh, on arrive, on veut pas rencontrer de Français». Bon, bah, très vite, on les a cherchés les Français, hein, pour, sympathiser, pour, boire un coup, prolonger les soirées. Enfin, tu vois, ce code à la française de s'inviter chez les uns, chez les autres, faire une bonne bouffe et tout ça. Donc, j'avais créé tout au début quand je suis arrivée en Australie, enceinte, j'avais créé un club de mamans françaises parce que qui n'existait pas à Brisbane et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde et de sympathiser avec mes amis qui sont toujours mes amis 10 ans plus tard. Donc ça a aidé beaucoup et les copains australiens, ça a mis du temps. Je pense que ça a attendu 5 ans, que les 5 ans d'Adam, qu'Adam rentre à l'école et c'est à travers l'école et les parents d'élèves qu'on a commencé à prendre notre place dans la communauté en local et à commencer à faire nos premiers copains australiens. Ouais, l'école, ça facilite souvent les choses. Tout à fait. Je sais que vous avez fini par vous mettre à votre compte, mais la crise est arrivée et ça a un peu chamboulé les choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces années un peu particulières? La vie traditionnelle a très vite, repris son cours dans notre quotidien.
On avait une maison. Guillaume a son travail. Quelques années plus tard, il se rend compte que son travail lui plaît pas. Moi, étant entrepreneur depuis longtemps, je le pousse un petit peu à se lancer à l'entrepreneuriat. Donc, 2016, il décide de sauter le pas, de quitter son job et de se lancer à son compte. Donc, il était dans l'industrie du pneumatique. Et de là, 2016, on commence à avoir un rythme de vie qui nous convient bien, c'est-à-dire on travaille côte à côte en tant qu'entrepreneur à la maison et on gère les enfants, crèche, école, comme ça. Les années passent, on a très vite monté, cartonné d'un point de vue entreprise. Si tu m'avais demandé à l'époque où est-ce que tu te vois dans 5 ans, je t'aurais dit alors je me vois en haut d'une tour de Brisbane avec des grands bureaux, avec des grandes vitres vues sur la rivière, avec toute mon équipe en dessous. C'était vraiment le cheminement de carrière sur lequel on était parti et pour lequel on se donnait à fond en pensant que c'était ça notre vie, qu'on était fait pour ça, que c'était notre mission, c'était de devenir entrepreneur et entrepreneur à succès. Sauf qu'arrive début 2020, on est au top de ce qu'on peut faire dans notre industrie, mais on est crevé. J'arrête pas de dire à Guillaume, je suis fatiguée, je vois pas assez les enfants, c'est génial ce qu'on fait, on travaille bien, on gagne bien notre vie, mais on a de moins en moins de temps pour nous. Guillaume, il arrête pas de me dire, oh, j'adore travailler avec toi, on passe nos journées ensemble, mais il me dit, mais tu deviens ma collègue, on parle que boulot. Donc, il y a vraiment une prise de conscience début 2020 qui commence à nous arriver tout doucement dans nos têtes. Et là, boum, la crise. Mars 2020, crise mondiale. Nos entreprises ferment du jour au lendemain. Plus aucune activité professionnelle du jour au lendemain et les enfants sortent de l'école et on commence le confinement. Et de là, qui aurait pu nous paniquer d'un point de vue entrepreneur, qui aurait pu nous paniquer, a été vraiment un moment, mais juste une petite parenthèse, une petite bulle magique dans notre vie, se retrouver tous les quatre à la maison, en mode slow life, c'est-à-dire très, très au ralenti, parce que de toute façon, on avait plus de boulot, plus d'école, a été vraiment la concrétisation de se dire, mais c'est ça qu'on veut faire, c'est ça la vie. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein. J'imagine déjà les gens qui disent, ouais, tout le monde aimerait ne pas travailler et être en slow life, mais nous, ça a été vraiment le déclic pour se dire qu'il était temps de changer de vie. Vous aviez un peu le temps de voir venir et de profiter de cette parenthèse sans travailler, mais sans être non plus complètement à la gorge en vous demandant comment allait se passer le jour d'après. Alors oui, on pouvait voir venir, mais moi j'avais la frayeur de toucher à nos économies parce que ne sachant pas combien de temps allait durer la crise, il n'était pas question de se vider de nos économies, de ce qu'on avait gagné ces dernières années. Ce qui nous a sauvés, c'est que le gouvernement a fait un chèque à toutes les entreprises, petites ou moyennes. Alors ça ne couvrait pas l'intégralité de nos revenus, mais c'était quand même quelque chose de convenable pour vivre, surtout pour vivre à la maison sans aucune sortie. Et de là, on a décidé de vivre sur les aides du gouvernement qui étaient bien moindres de ce qu'on gagnait, de tout réduire nos frais pour ne pas toucher à nos économies. Et en quelques semaines, on s'est rendu compte que, ah waouh, mais c'était possible en fait de moins dépenser. Alors c'était facile, hein, en confinement, tu dépenses moins, mais ça a été une révélation déjà de dépenser moins, de se rendre compte qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins. Parce que quand tu es dans la course au succès de gagner plus, le souci, c'est parce que tu gagnes plus, tu dépenses plus. Donc, si tu dépenses plus, il faut toujours gagner plus, mais du coup, tu redépenses plus. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais. Alors que là, d'un seul coup, de retourner à zéro d'un coup, ça nous a permis de se rendre compte un petit peu de cette folie dans laquelle on était rentré, de consommation, de surconsommation, même si on avait un esprit écologique qui s'éveillait en nous depuis un an et demi. Voilà, le confinement ne nous a pas laissé le choix de nous remettre en question de manière globale. Donc c'est une grosse prise de conscience, mais la vie a repris presque normalement quelques mois après. Vous auriez pu adapter ça à à vos entreprises qui reprenaient, et pourtant vous êtes passé en mode un peu radical. Ça a été quoi le cheminement et quand est-ce que vous êtes parti sur la route? Le cheminement a pris quelques mois. Déjà, il y a eu la déscolarisation des enfants. Adam avait déjà fait 3 ans, un petit peu plus de 3 ans d'école. Je crois qu'il était il venait de commencer en janvier sa 4e année. Notre plus jeune, Simon, a fait 5 semaines d'école. Il a fait sa rentrée scolaire fin janvier et mi-mars, il était en confinement. Donc déjà, il y a eu ce point-là.
de se dire que Adam, qui souffrait d'anxiété à l'école et qui avait vraiment du mal avec l'école, était redevenu un petit garçon de 8 ans avec toute sa naïveté et son innocence. Donc, je disais à Guillaume, on peut pas lui faire ça. On peut pas le remettre à l'école après 10 semaines. C'est pas possible. Ça s'est tellement bien passé à la maison. Donc, je dis à Guillaume, écoute, les business n'ont pas repris, vont reprendre, mais tout doucement. On change notre façon de travailler. On déscolarise les enfants. On s'occupe des enfants à la maison et on gère comme ça et on verra. On verra combien de temps ça dure. De toute façon, les business ont mis du temps avant de rouvrir. Donc, on a déscolarisé les enfants. Comme ça, à la fin du confinement, les enfants ne sont pas retournés à l'école. Ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est que on a acheté une vieille caravane. Elle est de 1986. Il y avait que les murs et le plancher pour décider de la retaper. C'était un projet de vacances, de week-end. Il fallait qu'on s'occupe les mains vu qu'on travaillait pas. Et le troisième point, ça a été de dire, il faut qu'on déménage. Cette maison est beaucoup trop grande. Cette maison est complètement en dehors des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger en nous. Et après 10 semaines de confinement dans cette maison qui faisait 300 mètres carrés, on a réalisé qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autant. On utilisait 2 chambres, une cuisine et l'extérieur et c'était tout. Donc c'est comme ça que les choses sont arrivées. À la sortie du confinement, on décide de quitter cette maison, de tout mettre en vente pour partir dans un projet immobilier, acheter un terrain et construire une petite maison, ce qu'on appelle les tiny homes, une petite maison en autonomie. Voilà comment les choses ont commencé à évoluer dans nos têtes. Et donc, un jour, vous êtes parti. Eh ben, oui, quelques mois plus tard, quand tout était vendu, on a 2 projets immobiliers qui se sont cassés la figure pour des raisons différentes. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire et de cette construction de tiny home. Et par contre, on avait cette date d'échéance qu'il fallait qu'on rende notre maison. On n'avait plus rien. On avait le 11 novembre comme date. Et là, on est 5 semaines avant ça. Et je dis à Guillaume, écoute, il y a qu'une chose à faire, c'est tu finis la caravane à fond. On met tout en garde-meuble et on part avec la caravane quelques semaines en transition. On part avec la caravane et puis on verra. Puis dans quelques semaines, on se balade autour de là où on voulait acheter un terrain et on finira par trouver quelque chose. Et l'idée était de continuer, vous, à travailler en parallèle, en tout cas à distance. Oui, les entreprises étaient en train de reprendre tout doucement, mais on avait déjà perdu une entreprise une entreprise s'est jamais relevée du Covid. On a complètement restructuré l'autre entité qui nous restait pour ne plus avoir de bureau parce que on voulait diminuer les dépenses, donc plus de bureaux en ville. Les équipes travaillaient à distance. On invitait les équipes à passer en consultant pour pouvoir travailler sur d'autres projets aussi en même temps si jamais on pouvait pas leur assurer un temps plein. Donc les choses étaient en train de se mettre en place comme ça depuis quelques mois et on avait cette possibilité de continuer de travailler d'où on voulait tant qu'on avait une connexion à Internet. Donc ça nous a pas fait peur. C'est aussi pour ça qu'on avait créé le business, c'était pour cette liberté-là. Donc ça nous a pas fait peur de dire go, on part quelques semaines et on verra. Donc on met tout en garde-meuble et on part. Et 3, 4 semaines après, on rentre voir les copains pour ma fête d'anniversaire et les copains disent allez, c'est bon, vous rentrez. Et on dit bah non, parce que en fait c'est pas assez. 3 semaines, on a juste eu le temps de prendre nos marques et de se retrouver en famille et de se dire qu'on aimait ça. On va continuer. On part 3 mois. Et puis en fait le 3 mois s'est transformé en 6 mois, 6 mois en 12 mois et voilà comment on a fait la moitié du tour de l'Australie. Déjà la première année, il y avait rien de planifié, il y avait rien de prévu, mais ce mode de vie est arrivé, a pris sa place d'une évidence incroyable dans notre quotidien comme un nouveau mode de vie à adopter à 4 en famille. Alors partons sur les routes avec toi. Donc les 3 semaines, vous les faites dans le coin, et après, vous décidez de partir où? Les 3 premiers mois, on était dans le Queensland et il commençait à faire très, très chaud dans le Queensland parce que c'était l'été. Donc dans la caravane, ça devenait un petit peu vite insupportable. Donc on décide de descendre dans le sud, de longer la côte et d'aller direction Sydney, direction New South Wales. Donc on arrive au bout de quelques semaines aux alentours de Sydney, sauf qu'on est rattrapé par le Covid et tous les confinements qui arrivent les uns après les autres. Donc on se décide de quitter le New South Wales pour arriver vers Melbourne dans le Victoria parce que Sydney est en train de se faire mettre en lockdown, en confinement. Et on se retrouve à Melbourne pour Noël et pareil, je sais pas comment tu dis en français, un cluster qui arrive et Melbourne est en train de se faire fermer partout.
Donc on se retrouve un peu poussé parce qu'il n'est pas question de se retrouver en confinement dans une caravane, dans un caravan park. Et on décide de prendre le ferry début janvier pour la Tasmanie. La Tasmanie, c'est la petite île qui est au sud de l'Australie. Et là, on arrive en Tasmanie. C'était le rêve de Guillaume de toute façon. Il y avait été quelques années avant. Il voulait vraiment y retourner en famille. On pensait pas y arriver si vite parce qu'on a vraiment survolé le New South Wales et le Victoria. Et on arrive en Tasmanie début janvier avec un billet retour 9 semaines plus tard, avec l'idée qu'après, on rentre. Et en fait, les 9 semaines en Tasmanie, c'est vraiment là que le voyage a commencé parce que c'est là qu'on a commencé à ralentir, à se poser, à apprécier les paysages, à partir en randonnée tous les matins en famille. Et là, les 9 semaines, il y a eu ses hauts et ses bas d'adaptation de vie en caravane. Mais là, on a réalisé 9 semaines dans la caravane en Tasmanie que bah, si on faisait la Tasmanie, il fallait faire le reste aussi parce que c'était trop beau ce qu'on était en train de vivre. Se lever tous les matins avec des levées de soleil incroyables. On était rythmé par les levées de soleil, les couchers de soleil. On découvrait des nouveaux paysages chaque jour. On a fait des randonnées en Tasmanie juste incroyables. Et notre vie a vraiment pris tout son sens là, tout son rythme au ralenti là. Et là, on savait qu'on rentrerait pas tout de suite. Eh ben, ralentissons, tu nous survoles la Tasmanie, mais déjà l'Australie ça fait rêver, mais alors la Tasmanie, alors moi je suis encore montée un cran au-dessus. Fais-nous rentrer vraiment au cœur de cette île qu'on connaît tellement pas pour qu'on voyage avec toi. Alors, la Tasmanie, on connaît ni la Nouvelle-Zélande ni la Corse. Mais alors, pour en avoir discuté avec des voyageurs, je pense que la Tasmanie pourrait être comparée à la Nouvelle-Zélande ou à la Corse. C'est vraiment une toute petite île. Il y a à peu près 3 heures de route du nord au sud, 3 heures de route de l'ouest à l'est. Donc, tu fais rapidement le tour. Mais vu qu'on y était 9 semaines, l'idée, c'était justement de se poser dans chaque endroit insolite. Et je pense qu'en 9 semaines, on a fait à peu près 80-85% de tous les endroits que tu peux faire en Tasmanie. C'est partagé entre les montagnes et mer. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux te réveiller un matin en pleine montagne, partir en randonnée et monter au sommet. Alors, c'est pas des sommets très très hauts, t'es à 1500 mètres, je pense, au max, tu vois. Mais tu peux monter au sommet des montagnes et puis l'après-midi prendre la route, rouler 1 heure, 1 heure et demie et être en bord de mer et avoir une mer complètement transparente. C'est ça vraiment qui nous a plu. Vu que l'Australie, c'est des grandes distances et qu'il faut conduire énormément entre chaque endroit que tu visites, eh bien, la Tasmanie, t'avais pas besoin de ça. Et donc vous preniez une carte en disant bah je vais à tel endroit, ou en fait vous en aviez même pas besoin puisque justement c'est l'intérêt de le faire au ralenti, c'est bah, je vais à un endroit et puis demain je vais aller à droite et puis on verra ce qui se passe. Bah, c'est ça, en fait. On s'est laissé, en plus, on est parti avec une caravane qui était pas tout à fait finie. On s'est pris les premiers orages en Tasmanie, puis on s'est rendu compte que la caravane, elle fuyait du toit. Donc, on a mis 1 an de voyage à résoudre ce problème de fuite. Donc, en Tasmanie, on fuyait la pluie. Moi, je regardais vraiment la météo, c'est oh là là, la pluie, elle arrive, donc faut partir, là, faut aller direction le soleil. C'est ce qui a un peu rythmé nos déplacements au jour le jour. Pas vraiment besoin de carte parce que tu as une route principale qui fait le tour et puis une route qui traverse. Donc, de toute façon, tu suis la route et puis après, tu sors un petit peu des sentiers battus pour te poser. On s'est vraiment laissé porter. On savait qu'on avait largement le temps de faire le tour. Donc, on s'est vraiment laissé porter aux envies de chacun et à la météo. Et est-ce qu'il y avait quand même des endroits spécifiques que tu peux nous citer, là où vous avez fait votre plus belle randonnée, là où vous avez nagé peut-être avec je sais pas quels animaux sont enfin nagent à proximité de la Tasmanie? En Tasmanie, tu nages pas vraiment parce qu'il fait très, très, très froid. Je pense que c'est, à moins que tu sois breton, je pense qu'en Tasmanie, tu te plais. L'eau est quand même très, très froide. On y a mis les pieds pour les photos, mais tu ne baignes pas. On a fait des randonnées. On a fait ce qu'on appelle WOJ, c'est le Walls of Jerusalem. Ça, c'est une randonnée qu'on a fait en famille. On est parti 2 jours, donc avec les sacs à dos, en bivouac. Donc 2 jours avec les tentes sur le dos. On a marché, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a marché 24 kilomètres sur les 2 jours avec les garçons qui avaient 6 et 9 ans. Ça a été une expérience incroyable de planter la tente en haut de la montagne, des toutes petites tentes de rando. On est mi-janvier, 15 janvier, on est en plein été.
Et on a eu froid, mais alors on n'a pas été préparé, on s'est pas assez bien préparé. Enfin, on pensait être préparé avec un thermal et une polaire, mais on a eu très, très froid et pas de connexion évidemment. On s'est rendu compte après qu'il a fait 0 la nuit. Alors nous, on a eu froid, pas les garçons. C'est incroyable. Moi, je dormais avec Simon dans la tente et je le regardais dans la nuit ronfler là et je me dis: «C'est pas possible, il y a rien qui le perturbe» et le matin, on a été, réveillés donc 15 janvier, plein été et on est réveillés par la neige. Donc c'était magique, hein. On a froid, mais on est heureux. On pack tout les tentes et tout notre matériel et puis on décide de partir plus tôt que prévu parce qu'on a besoin de marcher pour se réchauffer et là, d'un seul coup, j'ai dit à Guillaume: «C'est pas possible, il neige», en fait. Il commençait à neiger sur nous et donc ça, c'est incroyable d'avoir fait Vosges, en plein été, avec la neige qui tombe le matin à l'aube, c'est incroyable et Adam a voulu retourner parce qu'on n'a fait qu'une nuit de bivouac, alors que le tour en prévoit 2. Mais avec Simon qui avait 6 ans, on n'avait pas voulu pousser trop le truc et Adam avait demandé à son père de refaire la marche. Donc ils sont revenus, quelques semaines plus tard tous les 2 pour faire la boucle au complet. Donc je crois qu'ils ont fait 33 ou 34 kilomètres. Ça, c'était un bon souvenir qu'ils ont tous les 2 aussi, père-fils et ils avaient pu dormir dans la tente et dormir dans une hutte de trappeurs. Il y a encore des huttes sur le chemin. Ah, c'est chouette. Donc voilà, on a fait Vosges, on a fait Cradle Mountain qui est, j'ai l'impression d'avoir toujours le même vocabulaire, splendide, magnifique, mais c'est vrai, c'est juste incroyable. Cradle, tu montes et tu surplombes des différents lacs et donc la vue d'en haut est juste folle. On l'a fait sur la journée, mais le gros truc de Cradle, c'est que tu as les wombats. Les wombats, c'est les animaux de Tasmanie. Ça fait comme des grosses peluches, toutes velues, toutes douces. C'est assez gros. On dirait des tout petits ours. Enfin voilà, c'est le wombat. Si vous savez pas, regardez sur Google ce que c'est. Cradle Mountain a été magique pour ça parce qu'on a pu voir des wombats partout sur la balade et des wallabies. Les wallabies, c'est les tout petits kangourous. Pour moi, l'Australie, c'est ça, c'est les kangourous. On n'en avait pas encore parlé, et je les attendais, les wallabies, et ça doit être trop, trop, trop bien de les voir en vrai. La faune et flore de la Tasmanie est unique. Et j'ai l'impression d'avoir toute l'Australie réunie dans la Tasmanie. C'est ça qui est chouette. D'un point de vue faune, flore, météo, tu peux tout avoir en Tasmanie. Alors, il fait plus froid que dans le Queensland, mais les paysages sont fous. Tu roules 1 heure, tu es en bord de mer. J'avais jamais vu, même dans le Queensland, une eau aussi transparente. Ça vaut des images de cartes postales d'îles au milieu du Pacifique, tu vois. Et là, c'est en Tasmanie. Et donc votre vie s'organisait autour de vos randonnées, de l'école, j'imagine, que vous deviez continuer de faire, et de vos routes entre les différents endroits? Ouais, toute la routine et le rythme de ce nouveau mode de vie s'est créé là on le savait qu'on était une famille de sportifs, randonneurs et qu'on adorait la nature. Mais là, ça a multiplié les choses parce que c'est devenu le point essentiel de: «Allez, on va où en randonnée aujourd'hui? C'est quoi la prochaine randonnée, petite ou grosse?» C'est vraiment le truc qui nous anime et tous les 4, hein, parce que les garçons, s'ils ont le choix entre plusieurs activités, ils vont préférer là, même là en France, aller se balader en forêt et jouer avec des bâtons de bois et puis observer ce qui les entoure. Donc ça rythme vraiment notre quotidien. Après évidemment, oui, il y a une routine comme n'importe où. Au début, on a essayé de faire sans routine et puis en fait, tu te rends compte que non, tu as quand même besoin d'une routine quelle qu'elle soit pour, cadrer un petit peu les choses, organiser un petit peu le rythme de tout le monde. Donc la routine du matin autour du petit-déj, du temps d'école, checker les mails, répondre aux emails et puis, être libre en fin de matinée pour partir à l'aventure. Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi vraiment à mettre en place tout le temps, ou il y a des moments où non, là vraiment c'est trop beau, donc on va pas faire l'école, on va partir directement et on verra ça plus tard. Ah bah ça complètement. L'école, on se met pas la pression, on a un système, d'école à distance qui fait qu'on focalise sur les maths et l'anglais. On fait des blocs de 45 minutes et ça fait 2 ans. Là, on vient de finaliser, on a reçu aujourd'hui là le rapport comme quoi on a l'accord pour, se relancer pour une 3e année. Donc ça fait 2 ans qu'on fait l'école à la maison à raison de 45 minutes, 3-4 fois par semaine et on boucle le programme d'anglais et maths. Donc on se met pas la pression pour l'école. Si les enfants ont pas envie, sinon on n'a pas envie un matin ou si on a autre chose à faire,
on y va. Il y a que 2 matières? C'est étonnant. Alors, c'est 2 matières qui sont imposées. Tu es obligé de montrer, l'évolution des enfants sur l'anglais et les maths et après chaque année, on écrit un rapport pour expliquer ce qu'on a fait pendant l'année et on a 2 autres matières à soumettre qu'on a abordées avec les enfants. Donc en général, on mise nous sur l'histoire, sur, histoire et sciences. OK. Mais après le but du voyage, c'est que ça apporte tout le reste, aux enfants. Évidemment, ils ont le français en plus, qui est un plus dans leur curriculum. Ils ont le français en lecture, écriture, voilà, qu'on fait moins que l'anglais, mais qu'on fait quand même. Ils ont l'histoire évidemment quand tu traverses l'Australie ou là, on vient de traverser la France, bah, tu leur apprends l'histoire au fur et à mesure du voyage. Il y a tout le côté, sciences, découvertes, voilà, qui est facile avec toutes les randos, les balades et tout ça qu'on fait. Donc dans tous les cas, toutes les matières sont quasiment abordées au cours de l'année. Mais c'est anglais et maths sur lequel on est vraiment noté, enfin regardé de près. Est-ce que, il y a des moments quand même où vous dites, c'est dur quand même cette vie, sans, «confort», j'allais dire entre guillemets, parce que, vous n'êtes pas dehors tout le temps non plus, mais tu l'as dit, il a fallu du temps pour que la caravane soit étanche, ne serait-ce que ça. Donc est-ce qu'il y a des petits moments de doute parfois? Des moments de doute, il y en a évidemment. La caravane, ça fait partie du truc. Si on avait préparé le voyage, on serait jamais parti avec cette caravane. Mais du coup, on serait retombé, je pense, dans un truc de consommation parce qu'on aurait vendu tout ce qu'on avait, on aurait acheté une grosse caravane neuve avec tout le confort. Et vu qu'on est parti un petit peu vite, on est parti avec ce projet fou de partir avec cette vieille caravane qui a complètement son sens aujourd'hui dans notre dynamique de déconsommation et de revoir comment on vit, tu vois? Comment on vit, au quotidien. Mais du coup, partir avec cette vieille caravane, ouais, c'est des couacs et je pense que les doutes qu'on a eus, c'est par rapport à ça. C'est quand Guillaume, il répare depuis, ça fait la 3e fois qu'il répare un truc qui saute ou un truc qui pète, bah, tu as toujours le doute de qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on s'inflige ça mais ça dure jamais longtemps. La beauté de ce qu'on est en train de vivre en famille reprend toujours le dessus. Des couacs, on en a eu, hein, des couacs de caravane, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en rigole souvent parce que on en a eu plein. La caravane qui s'ouvre, ou tu es à l'extérieur et tu dis: «C'est quoi ça?» «Ah mais c'est le lit, le pied du lit des enfants là qu'on voit de l'extérieur». Des couacs comme ça, on en a eu plein. On a été embourbés, plein milieu du désert, tout seul, sans connexion et bah, dire: «Bah là, il va falloir mettre les mains dedans et puis il va falloir se désembourber tout seul». On a toujours cette philosophie de dire: «On en rigolera» et oui, on en finit toujours par en rigoler. Donc la Tasmanie, vous en faites le tour et puis, à un moment donné, vous dites: «Bon, ben, on part où? Et vous allez où et vous faites quoi?» La Tasmanie, on en fait le tour et au mois de mars 2021, on reprend le ferry dans l'autre sens et on décide de continuer. Ça fait 3 mois qu'on est partis. Allez go, faisons 6 mois et on part en Australie du Sud. L'Australie du Sud qui est vraiment un endroit pas, comment dire? Qui est pas apprécié à sa juste valeur. L'Australie du Sud, c'est Adélaïde. Adélaïde, c'est pas vraiment sexy. De ce qu'on en entend quand on habite à Brisbane, tu vois? Et l'Australie du Sud, il fait plus froid qu'évidemment dans le nord. Donc il y a pas grand monde qui part en vacances en Australie du Sud. Et en discutant avec les voyageurs, on se rend compte qu'il y a quand même quelques pépites à ne pas louper en Australie du Sud. Donc on y va. On y va et on y reste 2 mois et on fait toute la côte des péninsules. Il y a 3 péninsules dans le sud, la Eyre Peninsula, Florio Peninsula et la 3e que j'ai oubliée, York Peninsula. Et là, on découvre l'Australie d'une autre manière, c'est-à-dire c'est bien plus sauvage. Bah, évidemment, personne ne veut y aller, donc il y a moins de monde. Et là, c'est des côtes sauvages. Là, on a posé la caravane à plusieurs endroits où, tu la caravane seule au monde en haut d'une falaise qui surplombe l'océan. Une eau assez froide toujours, mais une eau transparente et surtout une eau peuplée de dauphins et de lions de mer. Et ça, pour les enfants, mais pour nous, ça a été juste incroyable de pouvoir être là et tous les matins, que notre nouvelle habitude devienne c'est qui le premier qui va voir le dauphin ou le lion de mer parce qu'ils étaient là tous les jours. Et là, on a des souvenirs fous de faire du kayak et d'avoir tous les dauphins autour de nous en kayak.
C'était l'anniversaire d'Adam au mois d'avril et pour l'anniversaire d'Adam, on a été nager avec les lions de mer. Là, je crois, le voyage se fait au fur et à mesure en déclic parce qu'on n'est jamais parti pour du long terme. Et là, on se dit, mais si on vit ça au quotidien, si on montre ça aux enfants au quotidien, comment on peut rentrer dans une vie dite traditionnelle? Parce que la vie traditionnelle, on la connaît tous. On est tous dans le même cas, bosser du lundi au vendredi pour pouvoir profiter de son week-end. Quand le week-end, tu te fais pas rattraper par les tâches ménagères, les courses ou tu as envie de te reposer et t'as pas envie de voyager. Là, d'être en Australie du Sud et de voir ça au quotidien, on se dit: «Mais on pourra jamais rentrer dans un quotidien dit traditionnel». Parce que la vie qu'on est en train de mener qui nous paraissait impossible et qui paraît impossible pour la plupart des gens, bah, clairement, elle est possible, elle est faisable et franchement, elle est facile. Ça demande pas trop d'efforts de mener cette vie-là. Ah bah moi je veux bien voir des dauphins tous les matins et aller nager avec les lions de mer. C'est sûr que ouais, en gros j'ai envie de fermer l'ordi et de partir tout de suite quoi. C'est pour résumer l'idée. C'est une vraie reconnexion à la nature, en fait. C'est une vraie, on retrouve nos bases pendant ce voyage, de dire de quoi la vie est faite et la vie, tu nous posais la question 1 an, 2 ans avant, on était dans cette quête du succès, dans cette quête de l'argent mais tu t'arrêtes quand? Et en fait, tu t'arrêtes jamais. On a tellement d'amis autour de nous qui réussissent bien leur vie et qui le disent, ils ont pas le temps. C'est vraiment cette question du temps. On n'a pas le temps de profiter en famille. On va dire aux enfants: «Non, bah, plus tard, maman elle a pas le temps». Parce que notre temps, il est bouffé par, des impératifs qui sont en dehors de nos volontés, à nous, qui sont travailler, travailler, travailler. Alors pour beaucoup, si ça leur convient, tant mieux, parce que de toute façon, on voudrait pas que tout le monde parte sur les routes, demain, tu vois? On aurait trop de monde à côté de nous. Mais cette question du temps, là, elle prend tout son sens en disant: «Mais en fait, le temps, c'est ça, c'est ce temps en famille, c'est ce temps de ne rien faire». Le rien, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans la vie où on est toujours en train de faire quelque chose. On inculque ça à nos enfants, il faut toujours remplir les vides et il faut toujours faire quelque chose de son temps. Alors que le rien, il permet un tout et il permet vraiment de se construire et de se retrouver face à nous-mêmes. On n'a même plus le temps de ça dans notre vie, de se poser la question de: «Qu'est-ce que moi je veux? De quoi moi j'ai envie?» On a passé des jours à ne rien faire. Passer des jours à juste se poser la question de: «OK, qui est-ce qui cuisine? On se fait à manger, qu'est-ce qu'on mange? On va se baigner, on va se balader» et c'est tout. Et quand tu connais ça, à un moment donné dans ta vie et que ça dure plus que quelques heures ou quelques jours et que ça dure quelques semaines, ça devient vraiment compliqué de s'imaginer revenir à une course folle de vie, sédentaire qui tourne autour du boulot. Ah bah je l'entends complètement. Alors évidemment c'est pas le modèle commun et c'est sûr que on pourrait pas tous partir sur les routes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un job qui te permet de faire ça. Mais quand tu peux, ça donne vraiment envie et ce rien faire que tu évoques, c'est vrai que c'est pas le quotidien en tout cas. Non et puis de toute façon, on a des règles de consommation qui sont, inculquées dans notre vie depuis toujours et puis on a grandi avec ça. Quand tu dis, «C'est pas possible pour tout le monde de le faire», bah, j'ai envie de dire oui et non. On a rencontré des gens sur la route qui ont décidé de prendre la route pour des raisons, médicales parce que c'était le voyage de la dernière chance. C'était avant le burn-out, tu vois? Avant la grosse dépression. Il fallait vraiment qu'ils changent de vie. On a rencontré des gens qui sont partis, sans boulot parce que, tu apprends à consommer d'une autre manière et on est au bout d'1 an et demi et quasiment 2 ans de voyage, on peut dire que, on n'a plus besoin de gagner notre vie comme on l'a gagnée avant parce qu'on en dépense beaucoup moins aujourd'hui et il y a quelque chose qui a été un révélateur au cours du voyage quand j'ai réalisé parce que nous, oui, on continue de travailler, on a un revenu qui rentre, qui est moindre que le revenu qu'on avait avant, mais on a plus d'argent. Et j'avais dit à Guillaume un jour: «Mais on m'a jamais appris que pour avoir plus d'argent, il suffisait juste d'en dépenser moins, plutôt que d'en gagner plus». Ouais, c'est pas bête, effectivement. Parce qu'on te pousse à la réussite, les diplômes, boulot, salaire. Là, après avoir passé 6 mois en France, on le réalise dans les conversations avec nos proches.
C'est vraiment une comparaison salariale. Lui, il gagne tant, moi, je gagne tant et tout ça, mais ça ne veut absolument rien dire ce que tu gagnes. Ce qui compte, c'est ce que tu dépenses. Tu peux gagner très, très bien ta vie et être endetté parce que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Et on en connaît qui gagnent beaucoup moins leur vie, mais qui ont plus d'argent de côté que certains parce que juste, ils dépensent beaucoup moins. Et dépenser beaucoup moins, c'est pas de dire d'être radin ou de pas profiter de sa vie, c'est juste de profiter différemment. Aujourd'hui, si on a le choix en famille de partir en randonnée un jour, 2 jours ou de faire quelque chose en nature gratuit ou d'aller dans un parc d'attractions, je suis certaine que toute la famille vote pour le côté nature. On s'est désengagé de tout ce besoin de dépenser pour faire quelque chose. On sort de cette consommation matérielle de devoir acheter et de devoir posséder pour être bien dans ses baskets. Et au fur et à mesure de notre voyage, parce que là, on a fait l'Australie du Sud, mais après ça, on a décidé de partir direction le nord, donc on a traversé tout le désert australien. Donc là, on a fait beaucoup de rien. On a traversé des grands espaces vides et on a été à la rencontre de tribus aborigènes, même si c'était un petit peu dur d'aller à leur rencontre parce que Covid. Donc du coup, les associations bloquent les accès aux tribus pour éviter d'amener le Covid, d'amener des maladies dans les tribus. Mais ces 2 mois et demi de traversée dans le désert nous ont aussi fait réaliser qu'il y a des gens qui vivent avec 3 fois rien et qui sont heureux comme ça. Et nous, on nous inculque qu'il faut posséder plus pour réussir et pour être bien. Je peux te garantir qu'on n'a jamais été aussi bien cette dernière année où on possède de moins en moins matériellement. Ouais, j'en doute pas, c'est effectivement une autre façon de penser et s'autoriser à le penser aussi, parce que quand t'es le nez dans ton quotidien, tu peux pas imaginer que c'est possible parce que t'as un loyer, t'as des charges, t'as 1 milliard de trucs à payer. C'est pas facile de vraiment imaginer le quotidien que c'est, et quand tu disais cette comparaison entre le parc d'attractions ou la randonnée en forêt, si je demandais aujourd'hui à mes enfants ce qu'ils préfèrent faire, je connais la réponse, je sais qu'ils vont préférer le parc d'attractions. Mais en même temps, on rentre d'une semaine de rando, ils ont adoré, il n'y avait pas de parc d'attractions, il n'y avait pas d'activité autre que marcher et regarder et découvrir, et ils ont adoré. Donc c'est sûr que à partir du moment où tu fais la démarche, toi, d'ouvrir les yeux de tes enfants à différentes choses, et notamment à la nature, ben t'arrives à changer un peu leur façon de penser aussi. Et je crois qu'au final, après quasiment 2 ans de voyage, c'est vraiment tout le but de ce voyage. Je sais pas dire combien de temps durera ce voyage. Je sais pas dire ce qu'on fera après. Je pense pas qu'on voyagera ad vitam aeternam parce qu'on a des enfants qui vont devenir des ados et puis les besoins de chacun vont évoluer. Peut-être qu'au bout de quelques années, avec un peu moins de confort, on sera content de retrouver un peu de confort. J'en sais rien du tout. Par contre, je suis confiante de dire que ce voyage nous aura apporté des valeurs communes et une reconsidération de la manière dont on veut vivre. Et que si même demain, on retourne dans une maison, l'idée, ça sera certainement une petite maison en autonomie et tout ça, pour continuer dans la même lignée. Mais je suis convaincue que ce voyage nous aura vraiment inculqué les bases de déjà se connaître soi-même, se recentrer nous-mêmes au cœur de notre vie, prendre soin de soi, prendre soin de notre noyau familial et surtout, se rendre compte qu'on n'a plus ces besoins qui viennent de l'extérieur, ces besoins matériels pour vivre bien. Et c'est ce que, de manière peut-être un peu extrême, et je l'entends, évidemment, voyager comme ça, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de familles qui sautent le pas et de plus en plus de familles qui le font parce que c'est pour la recherche du temps, en fait, du temps en famille et du temps pour soi qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix et qui nous ramène à des bases bien plus basiques, bien plus saines de notre point de vue et qui, j'espère et je pense, vont permettre à nos enfants de grandir avec une autre vision des choses. Peu importe ce qu'ils font plus tard, ils feront ce qui les rend heureux, mais ils auront ces valeurs de base. On s'arrête là pour la première partie du road trip d'Élodie en Australie. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout de ce premier épisode. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famillevoyage avec un s.com.
Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à familleetvoyage_blog. Pour finir, si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, un petit 5 étoiles ou un commentaire me feront très plaisir. Je vous assure que ça change tout sur la visibilité du podcast. Alors je compte sur vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du road trip d'Elodie en Australie. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.